Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube. Je suis ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'investissement financier et immobilier. Cette semaine, je vous propose d'examiner 4 pistes pour réduire la fiscalité des revenus issus de la location nue, c'est-à-dire des logements anciens ou neufs, des parts de SCPI ou d'une SCI. Car s'il y a bien un sujet que vous devez absolument maîtriser en matière de revenus fonciers, c'est bien la fiscalité, pour la réduire, voire pour l'annuler définitivement. Il faut dire qu'avec 50 à 60% de pression fiscale, celle-ci pique très fort, très rapidement. Alors oui, il y a des solutions, mais encore faut-il les examiner, les évaluer et trouver la solution la plus appropriée à votre situation. Encore une fois, en matière de conseil en gestion de patrimoine, nous faisons du bespoke, c'est-à-dire du sur-mesure. Ces 4 pistes, je les pratique au quotidien, c'est donc un retour d'expérience que je vous offre, puisque je travaille cette thématique depuis de nombreuses années dans le cadre de mon activité au sein du cabinet de gestion de patrimoine Pradmilian Capital. À ce sujet, si vous n'avez pas encore de CGP, je vous invite à vous abonner immédiatement et activer la cloche pour être tenu au courant chaque semaine des nouvelles vidéos et surtout de profiter d'un rendez-vous de 30 à 45 minutes pour évoquer librement votre situation. Ce sera votre GPS gratuit, performant et sécurisant. Je suis ravi, encore une fois, de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à tout de suite pour la première stratégie. Alors, la première stratégie qui est mise en avant par tout le monde, de façon, j'allais dire, presque naturelle, c'est la réalisation de travaux sur vos biens locatifs. Alors, 2-3 règles pour débuter, pour vous faire un rappel. 1. Pas de travaux qui concernent la reconstruction ou l'agrandissement, ça n'est pas pris en compte. 2. Songez toujours, comme je l'ai dit en introduction, que les revenus fonciers, c'est la location nue de biens anciens, neufs, de SCPI ou les biens issus d'une SCI à l'IR, que vous pouvez détenir. Et 3. Qu'on ne défalque dans l'année N que les travaux qui ont été payés, pas seulement réalisés et payés. Sinon, si vous faites des travaux au mois de décembre qui sont payés en janvier, eh bien je suis désolé, ça sera en N+1 qu'il faudra les passer. Alors, les travaux, c'est un peu technique d'un point de vue déclaratif parce que il y a un ordre à respecter, la recette moins les intérêts d'emprunt, mais qui ne peuvent pas constituer de déficit foncier, et ensuite des charges qui s'imputent sur les résultats de l'année N, puis du déficit foncier jusqu'à 10 700, et enfin, au-delà, des charges reportables. Toute l'astuce, toute la stratégie des travaux consiste à réaliser des travaux d'importance et non pas de faire des travaux chaque année. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites des travaux dans une année N, que vous avez neutralisé les revenus en cours, vous avez nécessairement la création d'un déficit qui va s'imputer sur le revenu global. Ce déficit est limité à 10 700 et donc vous avez en effet une économie d'impôt. Or, les travaux, les recettes, le résultat de la location nue sont doublement taxés à l'impôt sur le revenu mais également à la CSG. Donc, autant faire les travaux en une seule fois, de façon importante, de façon à travailler sur les 3 tranches, annulation des revenus de l'année N, création obligatoire, on n'a pas le choix, d'un déficit jusqu'à 10 700, et si vous avez réalisé 60 000 € de revenus, eh bien vous allez avoir un solde qui va s'impacter sur les futurs revenus fonciers. Donc c'est très important de garder ça en tête, faites des travaux d'importance, et ayez en tête également qu'il y a un certain moment, mettre des robinets en or, ça n'apporte aucune valeur ajoutée à votre bien locatif. Donc, 2 hypothèses. Soit trouver un bien avec de gros travaux et vous repartez pour un tour, soit opter pour des produits que nous pouvons commercialiser, qui sont souvent des produits
dits en déficit foncier, des produits patrimoniaux, c'est-à-dire très bien placés, qui ont des travaux très lourds de réalisation, de rénovation, notamment sur le plan énergétique, et on va pouvoir vraiment ajuster à l'euro près votre fiscalité sur les 5 à 10 prochaines années. Voilà, ceci était la première stratégie des travaux. En deuxième lieu, une stratégie un peu plus élaborée qui consiste simplement à dire je n'ai pas aujourd'hui besoin des revenus fonciers qui sont lourdement taxés, je n'ai pas de travaux éventuellement à réaliser sur ces biens, donc je vais allouer cette source financière à quelqu'un d'autre. Alors ce quelqu'un d'autre, généralement ce sont les enfants. Et pourquoi on va réaliser cette opération ? Lorsque vous percevez des revenus fonciers, je l'ai dit, je le redis, vous êtes doublement taxé. Généralement, tranche marginale d'imposition 30 voire 41%, plus CSG. À 17,2, ça nous amène à 47,20 dans un cas, 58 dans l'autre, donc 50 et 60% de fiscalité. Or, il est techniquement possible, et ça se réalise chez un notaire, d'allouer ces revenus à ses enfants, sous réserve qu'ils ne figurent plus dans le foyer fiscal. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on va diviser par 3 la fiscalité. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les enfants, on va dire, imaginons qu'ils soient étudiants, ont une tranche marginale d'imposition qui est nulle. Ils n'ont pas de revenus, ou vraiment de façon marginale, et donc leur tranche marginale d'imposition est de 0%. Donc, si on alloue les revenus fonciers à nos enfants, eh bien, ils vont être soumis à la CSG, certes, 17,2, mais c'est tout. Pas d'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il y ait des revenus fonciers de façon très conséquente. Donc, au lieu d'être taxés à 47,20 voire 58,20, eh bien, les enfants seront taxés entre guillemets seulement à 17,20, c'est-à-dire à hauteur de la CSG. Donc, voilà un moyen de façon temporaire, puisque c'est ce qu'on appelle une donation temporaire d'usufruit. C'est un moyen de, lorsqu'on n'a pas besoin de ces revenus et qui plus est qu'on réalise, qu'on finance les études des enfants, ça permet en effet, à périmètre équivalent, d'avoir un net fiscal bien supérieur à ce que vous aviez précédemment. Alors cette opération, je l'ai dit tout à l'heure, se réalise chez le notaire et elle va se réaliser avec un acte authentique. Il s'agit d'une donation. Qui dit donation dit frais de donation. 2 hypothèses. Soit vous payez les droits de donation et pour un bien qui vaut 200 000 €, comptez environ 7 000 € de frais de donation. Ou alors, vous avez la possibilité d'utiliser votre abattement légal de 100 000 € par couple, parent, enfant tous les 15 ans. Et dans ce cas-là, eh bien, ça ne coûte rien. Ça va juste minorer votre capacité de donation en franchise de droit. Mais si vous faites ça sur des étudiants, ça veut dire que statistiquement, vous n'êtes pas très âgé, vous êtes quadra, voire quinquat, rarement au-delà. Et donc, vous avez largement le temps de reconstituer votre stock de donation en franchise de droit. Donc, la donation temporaire d'usufruit est une excellente technique. Et d'une certaine manière, dans le cadre d'une SCI, on n'est peut-être pas besoin d'aller jusque-là, puisqu'on peut faire simplement, on peut réaliser une clause de répartition inégale. Vous avez 80%, vos enfants ont 20%, et bien malgré tout, vous allez allouer 80% du résultat de la SCI à vos enfants, encore une fois pour les mêmes raisons, et seulement 20% pour vous. Ça demande un certain formalisme, mais c'est très efficace, croyez-moi. Troisième stratégie possible, alors celle-ci on la voit déclinée de partout, il s'agit bien évidemment de basculer du régime de la location nue, revenu catégoriel, revenu foncier, vers la location meublée, revenu catégoriel, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Alors ceci à l'occasion d'un changement de locataire, ne faites pas ça en cours de route, c'est très mal vu par l'administration fiscale, et sous réserve d'opter, lorsque vous basculez en réel,
meublé sur le régime réel. Pourquoi? Parce qu'au régime réel, vous allez pouvoir comptabiliser des amortissements, c'est-à-dire une fraction des biens que vous aurez, dans lesquels vous aurez investi pour meubler votre appartement, plus une fraction de votre bien immobilier en charge. Il n'y aura pas de décaissement, c'est simplement une opération comptable, mais ça va minorer, voire neutraliser toute fiscalité. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très commun. Encore faut-il être dans une région, dans un endroit où la location meublée est demandée par la clientèle. Mais si je prends l'exemple de Montpellier, Sète, je me dirige un certain nombre de villes ici, bien évidemment, tout ce qui est studio, F1, F2 en location meublée, il n'y a aucune difficulté. Donc, ce changement de régime, tout à fait légal, qui ne génère aucune contestation de la part de l'administration fiscale, est très intéressant puisque à périmètre équivalent, eh bien, écoutez, vous allez faire des économies colossales. Alors, un point qui est rarement abordé, c'est la durée du bail. Tout le monde travaille sur des baux, notamment à Montpellier, puisqu'on loue à des étudiants de 9 mois, ou des baux mobilité. Il faut savoir que ce sont des régimes dérogatoires. Donc, vous pouvez très bien, pour éviter le turnover, qui est un petit peu le point noir de la location meublée, pour éviter ce turnover, vous pouvez très bien faire un contrat de 3 ans. Il n'y a aucune obligation d'être calé sur 9 mois. Donc vraiment, utilisez correctement, basculer en meublé, procéder à des amortissements, choisir l'option fiscale réelle. Ce sera un expert comptable qui vous fera les comptes, qui vous fera la déclaration derrière, ou votre CGP favori bien évidemment, et vous allez voir, c'est radicalement efficace. Du troisième chapitre, où on est passé de la location nue à la location meublée, ce qui a changé le mode de calcul de la fiscalité. Eh bien, si vous détenez un bien dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur le revenu, vous pouvez réfléchir à opter pour l'impôt sur les sociétés. Quel est l'intérêt? Encore une fois, il s'agit d'encapsuler les revenus et faire en sorte qu'ils restent à l'échelle de la SCI et non plus à titre individuel. Alors, quels sont les avantages? La première chose, c'est que, comme on l'a vu pour le meublé, dans le cadre d'une SCI à l'IS, on va passer des amortissements. Ces amortissements, en moyenne, c'est 2,5-3% de la valeur du bien, je fais très simple, vont minorer, voire annuler toute fiscalité à l'échelle de la SCI. Premier point. Si tant est qu'il reste un petit peu de fiscalité, étant dans une société civile, à l'impôt sur les sociétés, vous êtes soumis à cette IS. Or, cette IS, jusqu'à 42 000 € de revenus positifs et de 15%. Donc, il est inférieur à la CSG. Et ensuite, troisième point, rien ne vous oblige à distribuer le résultat. Donc, ce qui veut dire que si vous ne distribuez pas le résultat, vous n'avez pas de fiscalité IR-CSG, soit au réel, soit ce qu'on appelle la flat tax à 30 points. 12,8 d'IR, d'impôt sur le revenu, et 17,2 de CSG. Donc si vous voulez basculer sa SCI à l'IS, offre un grand nombre d'avantages. Il y en a un qui est souvent méconnu, en tout cas qui est sous-utilisé. Il s'agit simplement de comprendre que durant la phase de paiement de l'investissement locatif, vous êtes soumis régulièrement à un effort d'épargne, c'est-à-dire que vous devez apporter de l'argent. Dans le cadre d'une SCI, cet apport se fait sur le plan comptable en compte courant d'associé. Ça veut dire que vous prêtez de l'argent à la société. En conséquence de quoi, le jour où le bien est payé et qu'il y a du dividende à distribuer éventuellement, vous pouvez dans un premier temps récupérer votre compte courant associé. Et donc, ce compte courant est naturellement sans fiscalité. Donc, si vous voulez, la SCI, sur une stratégie long terme, est très pertinente. Bien évidemment, chaque solution n'est pas idéale et en l'espèce, le gros point noir de la SCI à l'IS, c'est la revente.
puisque lorsque vous allez revendre votre bien, vous relevez non plus de la plus-value des particuliers qui diminue avec le temps, mais des professionnels qui, elle, a tendance à procéder à l'envers, c'est-à-dire qu'elle va considérablement augmenter. Donc c'est encore une fois, ce sont des calculs à réaliser. Ça dépend de votre objectif à long terme, de la vision que vous avez de votre patrimoine. Et à partir de là, bien écoutez, c'est une option en tout cas qui est très pertinente dans un certain nombre de cas. Alors que retenir de ces 4 stratégies que je viens d'évoquer? Eh bien que si l'on considère qu'un bien locatif est détenu en moyenne par un propriétaire bailleur sur une période de 8 à 12 ans, vous constatez que la maîtrise de la fiscalité est un enjeu majeur, est un axe majeur, fondamental de la rentabilité de votre investissement. À partir de là, considérez que réaliser ce travail n'est plus un coût, mais un investissement qui vous permettra d'optimiser véritablement et de sécuriser votre situation fiscale et financière. En ce qui me concerne, sur ce type d'études, le tarif oscille en fonction de la complexité entre 500 et 1000 euros, et au regard du bénéfice que l'on peut en tirer, entre 10 et 20 000 euros, je pense que c'est un investissement qui me paraît tout à fait pertinent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le job. Si tel est le cas, 3 choses auxquelles je tiens. D'une part, vous abonner et activer la cloche, je l'ai déjà dit en intro. 2, apporter un like si vous estimez que le boulot est de bonne qualité. Et 3, partager, échanger les vidéos, c'est toujours bon pour ma chaîne. Voilà, j'ai été ravi de vous revoir pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Peace.